Bonjour et bienvenue à tous. Est-ce que les premiers nuages du quinquennat ne commenceraient-ils pas à s'amonceler? Menaces de grève des cheminots, suppression de postes chez Airbus, usine Ford de Blanquefort en Gironde qui risque de fermer, cette réforme des institutions qui se heurte à une opposition farouche du Sénat et les retraités chez qui la hausse de la CSG ne passe décidément pas. Ils manifesteront ce jeudi, ils s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Benjamin Griveaux, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes le porte-parole du gouvernement et alors vous répondez à tout cela par la réforme, tous azimuts, formation professionnelle, apprentissage, SNCF, justice, asile, immigration, égalité femmes-hommes, je ne cite que les plus récentes, de quoi donner peut-être le tournis à l'adversaire avec toujours cet argument. L'opinion publique nous soutient parce que l'on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, parce qu'on fait ce qu'il y avait dans notre programme. Sauf peut-être cette limitation à 80 km/h sur les routes nationales. Ça n'y était pas dans le programme. Alors, attention à ne pas emmerder les Français. C'est l'expression célèbre de Georges Pompidou. Et je crois que le président de la République, Emmanuel Macron, la cite souvent. Et pourtant, il semble sourd, inflexible face à toutes ces critiques. Il vient d'ailleurs à l'instant de le redire devant la communauté française de New Delhi. La réforme, je cite le président de la République, ne s'arrêtera ni demain ni dans les prochains mois. Pour aborder avec vous tous ces sujets et d'autres, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour David. Bonjour Nicolas et bienvenue à vous. Laurence Ferrari de CNews. Bonjour Laurence. Bonjour David. Bienvenue à vous. C'est le grand rendez-vous. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement et notre invité. Première question avec vous, Laurence Ferrari. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Les retraités vont manifester ce jeudi la hausse de la CSG, alors que dès qu'on ne gagne pas plus de 1 200 €, ça ne passe pas. C'est ce que disait David Doucan. En 2017, les plus de 60 ans avaient voté pour Emmanuel Macron, 27% au premier tour. Aujourd'hui, ils se sentent trahis. Est-ce que vous entendez leur colère? On a franchement l'impression que vous ne l'entendez pas. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour eux? Un geste, peut-être? La première chose, c'est que ce que nous avons fait sur la CSG, à savoir l'augmenter d'1,7, nous l'avions annoncé pendant la campagne présidentielle. Je rappelle à tous les retraités de ce pays que 40% d'entre eux ne sont pas concernés par l'augmentation d'1,7 de la CSG. Que pour les 60% restants, il y en a effectivement 20-25% qui auront, si on fait le solde entre la suppression de la taxe d'habitation et l'augmentation de la CSG, quelques dizaines ou quelques centaines pour ceux qui ont les retraites les plus importantes. Mais il faudra attendre le mois d'octobre pour ça. Par an à débourser. Il faudra attendre le mois d'octobre puisque la taxe d'habitation, c'est le mois d'octobre. C'est pas la suppression. C'est pas la suppression, hein, Benjamin Griveaux, soyons précis. Non, mais je rappelle quand même que le montant moyen de la taxe d'habitation dans le pays, c'est 600 €, que bien souvent, elle est plus importante en région, dans les territoires plus fragiles, disons, qu'au centre de Paris, et que lorsqu'elle atteint 700-800 €, au mois d'octobre, ce sera donc 250 à 300 € de moins. Voilà, une première tranche de baisse. Et donc, la logique qui est derrière celle-là, c'est quoi? C'est que, simplement, on demande à la génération qui est aujourd'hui retraitée et dont on ne dit pas qu'elle est riche, on n'est pas riche quand on a 2 000 € net de revenus par mois à deux, c'est l'exemple que prend souvent Laurent Wauquiez. Ça n'est pas ça ce que nous disons. Mais ce que nous disons, c'est que la génération, la mienne, d'actifs, aujourd'hui, elle est attachée à un principe: la solidarité entre les générations et au principe de répartition. Et pour garantir que ma génération puisse financer le système de retraite par répartition, il faut que le travail paye mieux. La hausse de la CSG, elle a un pendant, elle a une contrepartie, c'est de faire en sorte que le travail pour les actifs paye mieux pour qu'on puisse financer notre modèle social auquel on est très attaché. Mais la suppression de la taxe d'habitation, c'est un geste pour les retraités. Le fait que pour les emplois à domicile, il y a un crédit d'impôt qui augmente, il arrive que quand on est retraité, on ait recours à des emplois à domicile pour des aides ménagères ou des aides aux courses, etc. Donc il y a ces gestes-là, mais vous savez, le principe, c'est vraiment de garantir le système de solidarité et de répartition de notre modèle social. Je passe tout de suite la parole à Nicolas Barré, mais juste pour finir sur ce sujet, lorsque le député En Marche, Éric Alauzet, a dit les retraités font partie d'une génération dorée. Si je vous écoute bien, il a eu tort d'emprunter cette expression. Il ne faut pas opposer les générations les unes aux autres. Il n'y a pas de génération dorée et de génération en crise. Il y a une génération aujourd'hui d'actifs qui travaille et qui permet à la génération de retraités, et c'est normal parce qu'eux-mêmes ont fait cela pour la génération d'avant, d'avoir une retraite. Ce que nous voulons faire, c'est consolider le système par répartition. On ne veut pas avoir une privatisation des retraites. La réforme à laquelle réfléchit et sur laquelle travaille Jean-Paul Delevoye, c'est justement pour garantir la répartition. Et le meilleur moyen de garantir la répartition, c'est de faire en sorte que les actifs aujourd'hui gagnent mieux leur vie. Nicolas Barré ? Toujours sur le pouvoir d'achat, question très précise. Allez-vous rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires
dès le prochain budget? Alors, c'était pas la défiscalisation, mais si on est très précis, la désocialisation des heures supplémentaires. Ça veut dire quoi très concrètement? Oui. Parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à dire qu'il fallait supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires. Ce sera fait à l'horizon 2020, pas avant, pour une raison simple, c'est que Donc, nous avons budget aussi 2020. une question de sérieux budgétaire à tenir. Nous avons une trajectoire, nous avons des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens. Ce sera fait, pourquoi? Toujours dans la même logique. Il faut que le travail paye mieux. Donc budget 2020, ça coûte combien cette mesure? Écoutez, pour l'instant, je ne dispose pas de ce chiffre. Ça Vous dépend l'avez du dit, seuil. budget 2020, on va regarder. Mais c'est important de faire en sorte que le travail puisse être mieux rémunéré dans notre pays. Et vous pouvez compter sur Bercy pour nous faire les calculs et les prévisions les plus précis possibles. C'est une information que vous nous, Je vous confirme. que vous nous confirmez ce matin, Benjamin Griveaux. Budget 2020, on revient sur la défiscalisation, la désocialisation des heures supplémentaires. On supprime les On limite, cotisations voilà. sur les heures supplémentaires. C'est une information, mais sur le pouvoir d'achat, on a une question à vous poser beaucoup plus immédiate. C'est la fameuse cagnotte. J'explique pour nos auditeurs. La croissance est meilleure que ce qu'on avait prévu. On a 2% de croissance alors qu'on prévoyait 1,7. Ça veut dire des rentrées fiscales. 4,3 milliards d'euros en plus de rentrées fiscales. Eh bien, certains dans votre majorité, Joël Giraud par exemple, qui n'est autre que le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, disent eh bien, il faut en profiter pour faire des gestes en faveur du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et vous, le gouvernement, vous dites niet, non, ça doit aller à la réduction du déficit. Pourquoi avoir une telle rectitude sur ce sujet? Moi, j'ai 40 ans. Je viens de fêter mes 40 ans. Depuis que je suis né, jamais la France n'a voté un budget à l'équilibre. Jamais. Pas une seule fois. Et donc, considérer qu'il y a une cagnotte dans un pays qui, depuis plus de 40 ans, vote un budget en déséquilibre, qui a accumulé quasiment 100% de la richesse nationale en dette, ça n'est pas une cagnotte. Notre objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que, pour nos enfants, pour la génération d'après, la dette soit moins importante. Pas par fétichisme des 3% imposés par Bruxelles. C'est pas ça. Pourquoi est-ce que la dette est l'ennemi de l'État et des pouvoirs publics? Parce qu'un État endetté, il ne choisit pas ses politiques publiques. On lui impose. Mais vous visez un déficit à 0%. Et moi, est-ce que vous visez l'absence de déficit? On vise un objectif d'avoir des déficits réduits au maximum, autour de 1% à la fin du quinquennat. Mais pour quel objectif? Parce que nous considérons qu'un État endetté n'a pas les pouvoirs de mettre en place les politiques qu'il souhaite. Moi, je n'ai pas envie que ce soit les marchés qui imposent au pays que le remboursement de l'emprunt soit le premier budget de l'État. Premier budget de l'État, si on veut décider que ce soit l'éducation, la santé, la justice, les armées, peu importe, c'est au pouvoir public de le faire et pas au marché de nous imposer, parce que nous n'avons pas su gérer notre dette depuis 40 ans, nos choix politiques. C'est retrouver de la souveraineté que de s'attaquer à la dette et au déficit. Laurence Ferrari. La réforme constitutionnelle, vous proposez que le droit d'amendement soit limité pour les députés en fonction de la taille de leur groupe parlementaire, c'est-à-dire qu'un député de la France insoumise aurait finalement moins de droits qu'un député de la République en marche, évidemment, alors qu'ils sont tous les deux élus par les Français au suffrage universel. Même le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui est pourtant de votre côté, estime que le Parlement doit être davantage respecté par l'exécutif. Alors, vous avez un peu hystérisé cette semaine l'opposition avec cela. On a le sentiment que c'est un chiffon rouge qui est agité et qu'au fond, jamais vous ne le ferez. Vous le ferez? D'abord, le projet de transformation profonde de la société française, personne n'y échappe. Il n'y a pas des secteurs ou des activités, qu'elles soient dans le champ politique, économique ou social, qui échappent à un grand projet de transformation de notre pays, auquel les Français aspirent et qu'ils ont clairement exprimé dans les urnes au mois de mai et au mois de juin dernier. Et sur la Je vais question... vous prendre un exemple très concret. Dernier quinquennat, 180 000 amendements. 100 par jour, en admettant que le Parlement soit ouvert 365 jours par an et légifère 24 heures sur 24. Le temps de notre émission, c'est 4 amendements. Et cette nuit, entre 3h et 4h du matin, 4 amendements. Oui, mais c'est important de pouvoir écrire la loi sereinement. Est-ce qu'on fait la loi sereinement dans ces conditions? Je n'en suis pas certain. J'ai défendu le budget. J'étais ce qu'on appelle au banc. J'étais au banc des ministres et on défendait. Est-ce que voter des amendements à 1h30 du matin avec 25 parlementaires fatigués, c'est bien faire la loi? Mais ça ne revient Vous pas à créer savez, une on a inégalité beaucoup entre de les députés? parlementaires nouveaux qui sont arrivés à l'Assemblée nationale par définition. 90% des parlementaires de La République En Marche n'étaient pas parlementaires. Beaucoup viennent du privé, ils nous disent, écoutez, quand un amendement a été rejeté en commission, est-ce qu'on est obligé de le réexaminer 2 fois dans l'hémicycle? Ça, c'est Moi, autre ce chose. que je souhaiterais, Alors. Non mais, on a le droit quand même de réfléchir. On passe autant de temps sur des amendements très techniques auxquels, franchement,
Parfois même, celui qui le dépose n'y comprend pas grand-chose, si on se dit les choses très entre nous, et alors auquel le ministre ne comprend pas non plus grand-chose, et on passe le même nom. Oui, mais c'est la réalité aujourd'hui de la fabrication de la loi. Ce qui donne des lois bavardes, parfois incompréhensibles, la multiplication des niches, le rôle des lobbies qui préparent les amendements et vous les refilent entre parlementaires. C'est quand même ça, la manière dont ça se passe. Et on passe autant de temps sur un amendement important, à savoir 2 minutes, que sur des amendements très techniques. Moi, je souhaiterais, par exemple, qu'on puisse passer plus de temps sur des amendements plus structurants et que du coup, l'opposition, parce qu'il n'est pas question de bâillonner l'opposition, enfin, quand on multiplie 5, 600, 700, 1000 amendements pour un texte en changeant une virgule à chaque fois ou un demi-mot, est-ce que c'est de l'opposition constructive? Je n'en suis pas certain. Et donc, ce serait aussi, en termes d'hygiène démocratique pour tous les groupes politiques, le fait de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment défendre au Parlement, qu'est-ce qui mérite vraiment un beau débat, et le Parlement est le lieu de beaux débats. Benjamin Griveaux, pardon, mais vous n'avez pas répondu à la question de Laurence Ferrari. Est-ce que l'idée de créer une inégalité en termes d'amendements entre les députés et les sénateurs en fonction de leur appartenance à un groupe politique, est-ce que cette idée est sérieuse? Vous n'allez pas le faire. Avec ce système-là, par ailleurs, les petits groupes, ou en tout cas les formations politiques, les membres représentés, auront plutôt plus de place sur le droit d'amendement. Donc ça n'est pas ça. Le fond de la question, c'est comment est-ce qu'on fait mieux fonctionner la fabrique de la loi et comment est-ce qu'on fait que les parlementaires ils aient un temps utile. Et je vais vous dire, par ailleurs, si on libère du temps sur ce sujet-là, c'est du temps en plus pour contrôler, pour évaluer. On peut aussi réfléchir à mettre à disposition des outils supplémentaires pour nos parlementaires, comme la Cour des comptes. Donc vous voyez que c'est pas affaiblir le Parlement, c'est se dire qu'il doit se projeter dans un rôle et dans un fonctionnement sans doute plus moderne que celui un peu à l'ancienne. Toujours sur le fonctionnement de la vie politique. Quand on voit ce qui se passe en Italie où la situation est quasi ingouvernable, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'introduire une part de proportionnel en France? Et si oui, à quel niveau? François de Rugy, le président de l'Assemblée, parle de 25% de députés qui pourraient être élus à la proportionnelle. Est-ce que ce seuil de 25% vous semble raisonnable ou est-ce que c'est trop? Sans doute ne faut-il pas aller au-delà. Mais moi, je suis très attaché à l'idée qu'on puisse avoir une dose de proportionnelle. La comparaison avec le modèle italien... 25%, c'est une bonne dose. La comparaison, en tout cas, ne semble pas nécessaire d'aller au-delà. Et 10%, c'est sans doute peut-être pas assez, parce qu'il faut que ça puisse avoir une vraie réalité. Quel est l'intérêt de la dose? Vous souhaitez donc combien? plutôt moins de 25, alors. On n'est pas là pour faire un truc de marchand de tapis. Quel est derrière le principe et quel est l'objectif? Je ne vais pas vous dire c'est 15, c'est 20. Bon. Bah si, ce serait une information. Oui, de savoir ce que le gouvernement souhaite instaurer comme dose de proportionnelle. Vous savez déjà c'est important. Entre 10 et 25. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un parti qui est le Front National, qui est très faiblement représenté à l'Assemblée. Il n'a même pas de quoi constituer un groupe. Or, si les choses, en tout cas, j'en ai une bonne perception, il me semble que Marine Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle, que ça fait 2 fois en 15 ans que le Front National est au second tour de l'élection présidentielle et qu'il n'ait pas de groupe politique à l'Assemblée nationale, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la démocratie, le combat démocratique, il doit se faire à visage découvert. Et l'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat démocratique. Moi, j'ai envie qu'ils puissent déposer des propositions de loi. J'ai envie qu'ils travaillent sur des amendements, qu'on puisse dire, débusquer, plutôt qu'ils jouent en permanence les victimes, qu'ils jouent en permanence la contestation, la fonction purement tribunicienne, qu'ils travaillent, qu'ils proposent des choses, ils seront représentés. C'est aussi cela l'essence. La comparaison avec le modèle italien est évidemment très différente. C'est un modèle ultra parlementaire et dont on sait que la parcellisation de la vie politique italienne n'est pas non plus celle de la vie française et de la vie de nos partis. Nous allons, Benjamin Griveaux, conclure cette première partie avec une question de fond sur le point de blocage principal finalement avec les sénateurs et Gérard Larcher, c'est le non-cumul dans le temps. Pour expliquer à nos auditeurs, vous voulez que les élus ne puissent pas se présenter 3 fois de suite, 4 fois de suite. 3 mandats maximum, pour expliquer. Bon. 3, ça va, 4, bonjour les dégâts. L'esprit de la loi, c'est de dire ça aidera au renouvellement de nos élus, de la classe politique. J'ai le sentiment qu'en 2017, aux élections législatives, l'Assemblée nationale a été considérablement renouvelée avec l'arrivée de néo-députés dans votre majorité, sans qu'on ait besoin d'interdire aux gens de se présenter devant le suffrage universel. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'interdire? On a le sentiment que vous interdisez beaucoup. Écoutez, quand on est maire et qu'on fait 3 mandats d'affilée, ça fait donc 18 années de mandat comme maire. Si on explique à ses concitoyens que le projet politique qu'on porte, c'est à la 19e année que tout son potentiel va se révéler, c'est sans doute que les 18 premières années, on n'a pas fait suffisamment. On ne peut pas avoir un pays dans lequel on dit il faut renouveler les visages, il faut féminiser la classe politique et en même temps considérer qu'après 18 ans de mandat,
un petit dernier pour la route, ça n'est pas une difficulté. À nos concitoyens d'en À juger. nouveau, et ils en ont Benjamin Griveaux. jugé, et ils en ont jugé Alors- dans le cadre de l'élection présidentielle, puisque c'est quelque chose que nous avions mis dans le débat politique, que nous avions mis sur la table, en disant clairement que dans le cadre de la rénovation de notre vie démocratique, il y aurait le non-cumul dans le temps au-delà de 3 mandats. Je rappelle quand même à Gérard Larcher et à d'autres qu'après 3 mandats de maire, rien n'empêche d'être président d'un département, président d'une région, député, sénateur. On pourra continuer à... Ceux qui veulent des carrières politiques pendant 45 ans, ils pourront le faire. Ma conviction, c'est que ça n'est pas ce que nos concitoyens attendent de la rénovation de notre vie politique. Si ça continue de bloquer, référendum, oui, non. C'est une possibilité offerte par la Constitution. Fin de la première partie, le grand rendez-vous avec Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. On marque une pause extrêmement courte et on se retrouve tout de suite après. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, est notre invité en ce dimanche matin. On reprend avec vous, Nicolas Barré. On sait que Bachar el-Assad en Syrie utilise des armes chimiques, des bombes chimiques contre sa population, du chlore. On croyait avoir compris que c'était une ligne rouge. Je vous rappelle ce que disait Emmanuel Macron, c'était juste après son élection à Versailles lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Je le cite, « Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français ». Alors est-ce que la France va intervenir ? Si l'utilisation d'armes chimiques contre les populations civiles est avérée, Elle ne l'est pas ? prouvée, à ce stade, non. Il y a des faisceaux d'indices très concordants tendant à penser qu'il y a eu cette utilisation. Que faut-il de plus ? Mais elle n'est pas Que faut-il de plus ? mais elle n'est pas avérée. Si elle est avérée, elle l'est, il y aura une riposte militaire de la France et la France sera au rendez-vous. Mais pourquoi dites-vous qu'elle n'est pas avérée ? Tout le monde voit les comptes Parce rendus, que- les vidéos, les photos atroces. Oui, mais vous le savez d'enfants comme moi, qui puisque étouffent à cause du vous chlore. le savez comme moi, la question de la source des informations qu'on récupère, la question des vidéos, elle est absolument indispensable parce que si on décide d'engager la riposte, il faut que ce soit inattaquable. Vous avez pour l'instant un doute. Vous avez pour l'instant un Il doute y a un sur la faisceau véracité. d'indices. Il y a un faisceau d'indices. Mais donc aujourd'hui, la France se prépare à frapper. Par ailleurs, je veux rappeler qu'il y a un travail qui a été engagé multilatéral dans le cadre de l'ONU, qu'il y a une résolution qui a été prise, la résolution 2401, il y a 2 semaines, sur une trêve humanitaire d'1 mois, qui n'est pas respectée. Mais désormais, nous avons en notre possession une résolution avec des engagements, notamment des Russes, puisque c'était le veto russe qui en permanence s'exprimait dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons désormais un texte de droit sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire pression et pour dire à la Russie d'enfin respecter ses engagements. Cela fait 7 ans qu'il y a ce conflit en Syrie. C'est un conflit complexe, c'est à la fois un conflit évidemment interne, c'est une guerre civile entre Bachar el-Assad et une partie de sa population, et c'est aussi le lieu d'exercice de puissance hégémonique régionale, la Turquie, la Russie, l'Iran, entre autres. Et donc aujourd'hui, la France se prépare à frapper. La France, en tout cas, sera au rendez-vous et n'hésitera pas à la riposte si les faits sont avérés. Quand le seront-ils ? Par définition, je ne dispose pas des éléments permettant de dire si c'est dans 1 semaine ou 1 mois. Et cette riposte serait la France seule de ou faits pas ? parfaitement avérés. Nous verrons si d'autres pays souhaitent s'y engager. En tout cas, la France, elle, sera au rendez-vous. Mais nos services essayent-ils d'avérer justement ces faits ? Bien sûr. On va parler de Mayotte. Beaucoup de tensions encore à Mayotte, des manifestations, des barrages routiers, des maires qui menacent de ne pas organiser la législative partielle de la semaine prochaine. Est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose, d'abord, tout simplement pour rétablir l'ordre, pour répondre à cette exaspération des habitants causée par l'insécurité et l'immigration clandestine ? Alors d'abord, il y a une obligation, c'est garantir un très haut niveau de sécurité. Il y a plus de 1000 personnels de sécurité qui ont été envoyés en supplément à Mayotte depuis le début de la crise. Il y a une obligation de très court terme, c'est demain matin. C'est de pouvoir assurer une rentrée des classes sereine. J'ai lu beaucoup de choses comme quoi il y aurait des violences au sein des établissements. C'est aux abords des établissements où il y a certaines violences et donc l'intérêt des personnels de sécurité, c'est de pouvoir sécuriser ça. J'ai entendu que les élus locaux, et notamment les maires, au-delà de la question de la législative qu'ils ne veulent pas organiser, mais surtout qu'ils ne souhaitaient pas que la rentrée puisse se faire. Moi, je leur dis, la République n'abandonne pas Mayotte, n'abandonnez pas la République. C'est un message important parce que ça n'est pas comme cela que nous pourrons nous en sortir. Ça, c'est l'urgence à très court terme. Avec Il y a des ensuite la renforts question sécuritaires ? de la maternité
de Mayotte. Oui. Vous le savez, elle fait plus de 10 000 naissances par an. C'est 2 fois plus pour nos auditeurs que la plus grosse maternité d'Île-de-France. Et donc, avec 10 000 naissances par an, dont 70% issus de parents étrangers, et pour être clair, venant des Comores, pour l'immense majorité d'entre eux, c'est une vraie difficulté. Nous réfléchissons aujourd'hui, non pas à changer le droit du sol, comme le propose Laurent Wauquiez, parce que modifier un droit qui est inscrit depuis des générations dans notre droit et auquel la France est très attachée, qui est la tradition française, ce n'est pas le bon moyen de répondre à cette situation. En revanche, nous réfléchissons à un statut extraterritorial pour la maternité à Mayotte, qui permettrait de faire que les naissances qui se passent dans cette maternité ne permettent pas obligatoirement d'obtenir la nationalité française. C'est précisément une remise en cause du droit du sol. Non, c'est un statut d'extraterritorialité sur la maternité, ça n'est pas la même chose. Il propose de remettre en cause le droit du sol sur la totalité de ce département français, je le rappelle. Mais quelle différence, si vous sortez la maternité du territoire national, ça revient à ça, Benjamin Griveaux. Et donc ça, c'est les traitements, vous me demandiez dans l'urgence, il y a la question de la sécurité, la question scolaire, la question de la maternité. Et puis il y a le traitement à plus long terme. Et ça, c'est la conférence sur l'avenir de Mayotte qui a été annoncée à l'issue du dernier Conseil des ministres. La ministre des Outre-mer aura l'occasion de se rendre sur place. Il y a les assises de l'Outre-mer qui ont déjà permis de venir nourrir des choses. Il faut mettre autour de la table, honnêtement, ça fait quand même, ça fait pas 8 mois que ça va mal à Mayotte. Ça fait des décennies que ça ne va pas bien. Donc il faut mettre autour de la table les élus locaux, les socio-professionnels, le monde économique et puis l'administration. Il faut repartir de zéro. On va passer à un autre sujet avec Nicolas Barré. Juste, vous vous engagez, Benjamin Griveaux, à ce que les enfants à Mayotte, demain, puissent entrer en toute sécurité à l'école. L'État assumera pleinement ses responsabilités. L'école, la rentrée des classes se fera demain matin à Mayotte. Nicolas Barré. Pour lutter contre l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, vous dites qu'il faut 4 fois plus de contrôles de l'inspection du travail, donc passer de 1700 contrôles à 7000 contrôles par an. Est-ce que ça veut dire tout simplement que les effectifs de l'inspection du travail vont augmenter? Je rappelle qu'ils ont baissé en revanche depuis 2010. Ça veut dire qu'on passe de 1 contrôle à 3 contrôles par inspecteur. Je pense que c'est supportable, notamment pour une grande cause nationale, à savoir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et pour une raison simple, c'est qu'ils y seront aidés par le fait que nous allons encourager l'utilisation d'un logiciel libre avec l'obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés au 1er janvier 2019, de plus de 50 salariés au 1er janvier 2020, d'utiliser ce logiciel libre qui permettra de voir si à travail égal, il y a un salaire égal. Et aujourd'hui, il y a 9% d'écart. Il y a des grandes entreprises et il y a des PME qui ont déjà fait l'égalité salariale et qui font ça très bien. Je ne vais pas décerner les lauriers, mais il y a des grandes entreprises qui le font très bien. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas vertueuses. On ne leur dit pas, la première année, c'est une amende. On leur dit, on vous donne 3 ans. Vous allez constituer un fonds pour faire du rattrapage salarial, pour permettre d'avoir cette égalité qui est injustifiable qu'elle ne soit pas aujourd'hui présente dans ces entreprises. Plus de contrôle et pas plus d'inspecteurs. Déjà, établir les faits, plus de contrôle, on multiplie par 3, et à l'issue de ça, surtout, une obligation de résultat. S'il n'y a pas de résultat à l'issue des 3 années, l'amende, elle ne sera pas du montant qu'on connaît aujourd'hui. C'est 1% de la masse salariale totale de l'entreprise. Et ça, je vous assure que c'est extrêmement dissuasif. Je suis convaincu que nos auditeurs souhaiteraient que vous répondiez à la question de Nicolas Barré sur les effectifs de l'inspection du travail. À cette heure, il n'y a pas de discussion engagée sur l'augmentation des effectifs, mais à nouveau, je redis, on passerait d'un contrôle à 3 par inspecteur du travail. Donc, ça semble envisageable. En matière de parité, il faut faire mieux, dit Muriel Pénicaud. Elle parle du gouvernement. Parmi les 12 conseillers nommés auprès d'Emmanuel Macron, on ne compte qu'une seule femme. Sur 53 membres de son cabinet, 13 femmes, ça fait 22%. Peut mieux faire. On peut toujours mieux faire. Et donc, comment? C'est à nous de... Mais en gagnant, je vais vous dire, ça se fait dans la loi. Et regardez, la parité est inscrite dans la loi depuis 17 ans. Et il a fallu qu'En Marche... qu'Emmanuel Macron, je le rappelle, fasse un appel aux candidatures féminines parce que nous n'arrivions pas à trouver suffisamment de femmes pour être candidates, pour assurer la parité. On est à 47% dans le groupe de La République En Marche de femmes députées à l'Assemblée nationale. C'est pas 50, mais enfin on n'en est pas loin. Pourquoi? Parce que la loi ne peut pas tout régler dans notre pays. Il faut parfois que les pratiques volontaristes changent. Pour être clair, la loi sur la parité, qu'est-ce que faisaient les grands partis? Ils donnaient les circonscriptions pas gagnables aux femmes et les circonscriptions très sécurisées aux hommes. Et donc vous pouviez facialement... C'était un droit formel, mais qui n'était en rien un droit réel. L'objectif, c'est donc de gagner la bataille culturelle. Ça se fait comment? Ça se fait aussi en ayant ce qu'on appelle des rôles modèles, en ayant des femmes qui prennent des responsabilités dans des administrations, dans l'entreprise, dans le monde sportif, dans le monde culturel, et qui montrent finalement à ma petite fille qui a 3 ans et demi
que c'est possible d'être une femme à la tête d'une grande entreprise, que c'est possible d'être une femme qui présente de grandes émissions politiques, que c'est etc., etc., etc. Je note que votre plateau n'est pas totalement paritaire, David Doucan. Oui, mais on y est presque. On est à 33%, vous voyez, il y a encore un peu de travail à faire. Sur ce terrain, alors je vais vous parler de votre dîner du mardi soir, je crois, lorsque vous êtes avec finalement les gens qui comptent, ceux qui décident de la destinée du pays. Donc le Premier ministre, faut peut-être les dire à vos patrons de auditeurs groupe. ce qu'est le dîner du mardi soir. C'est ce que j'explique, c'est ce que je fais. C'est le dîner de la majorité, en gros, et donc vous avez le Premier ministre, vous avez le président de l'Assemblée nationale, vous avez les présidents de groupe, donc Richard Ferrand pour l'Assemblée, François Patria pour le Sénat, bref, que des hommes. Vous avez Marielle de Sarnez, voilà. vous avez Jacqueline Gouraud. Ce sont les deux seules femmes. Et donc, cette image que vous renvoyez là, vous disiez il faut des rôles modèles, eh bien on voit bien que dans l'équipe, le cœur du pouvoir exécutif, eh bien ce sont que des hommes. Ça prend du temps. Mais on ne va pas se mentir, ça prend du temps. On ne sait pas en un claquement de doigts que vous combattez un demi-siècle de paternalisme et de patriarcat politique dans le pays. On trouve des femmes compétentes, Benjamin Cabot ? Non, au contraire. Ce que je vais vous dire, c'est que typiquement, les CV que nous recevions quand on a lancé notre appel à candidature pour les législatives, au début, on a eu sur les 1000, c'était les 1500 CV reçus, 85% de CV d'hommes. Et on était très embêtés parce que les 15% de CV de femmes étaient bien meilleurs que les 1500 CV, enfin que ceux envoyés par les hommes. Et on avait des femmes qui abandonnaient des carrières incroyables, qui abandonnaient des projets entrepreneuriaux parce qu'elles avaient envie de s'engager. Mais malheureusement, malgré ça, on n'arrivait pas à présenter 50% de candidates. Ce que je veux dire, c'est que dans ce pays, il y a aussi beaucoup d'autocensure et que ça n'est pas en un claquement de doigts qu'on arrivera à le régler. C'est en le faisant étape par étape. Je veux dire, on a progressé, c'est pas encore suffisant, et on va continuer ce travail-là. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, notre invité en ce dimanche matin, fin de la deuxième partie du Grand Rendez-vous. Petite pause très courte, on se retrouve tout de suite après. Le Grand Rendez-vous, notre invité, porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. On reprend avec vous, Laurence Ferrari. Le congrès du Front National se tient en ce moment même. Marine Le Pen vient d'être réélue sans surprise présidente du Front National. Le même jour où presque, le Front National s'est séparé officiellement de Jean-Marie Le Pen et s'est jeté dans les bras de Steve Bannon, proche des suprémacistes américains, ex-conseiller de Donald Trump. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pas grand-chose. Vous savez, le Front National peut exclure, il peut changer de nom, il peut changer de logo, il peut même changer le papier peint. À la fin des fins, c'est une PME familiale qui sert les intérêts d'une famille, la famille Le Pen, depuis 50 ans, qui en vit très grassement. Donc on va remplacer Jean-Marie par Marine, peut-être demain Marine par Marion, mais au fond, rien ne change. Vous pensez que Marion Maréchal Le Pen va revenir sur le devant de la scène? En tout cas, si je lis les interventions qu'elle fait, si je vois l'envie qu'elle a en tout cas de parler de politique française et de s'y intéresser, manifestement, oui, elle n'est pas très loin. Mais ce sera toujours la PME familiale Le Pen qui sert les intérêts de la famille Le Pen. Vous avez constaté le succès des mémoires de Jean-Marie Le Pen, un succès de librairie. Est-ce que ça dit quelque chose de la société française, à vos yeux ? Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Il faut toujours lire ce que disent les oppositions. Vous savez, moi, je suis pour qu'on puisse regarder, lire, écouter pour débattre. Il suffit, si vous ne vous intéressez pas aux arguments développés par les uns ou par les autres, le débat démocratique s'en trouve un peu affadi. Donc il faut toujours lire ce que les opposants ont à dire. Nicolas Barré. Donc il faut aussi publier Céline, par exemple. C'est un sujet, et vous le savez, éminemment difficile parce que ce sont des pamphlets. Ce sont des pamphlets dont lui-même ne souhaitait pas qu'ils soient réédités. L'auteur, lui-même, ne souhaitait pas cela. Et donc, on n'est pas là pour être des censeurs, mais quand un auteur estime que ses propres écrits n'ont pas vocation à être réédités, peut-être peut-on respecter la volonté de l'auteur. Quand vous voyez les résultats des élections récentes un peu partout en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, en Finlande, en Italie même, ces jours-ci, est-ce que les eurosceptiques, à votre sens, peuvent être majoritaires au Parlement européen en 2019 ? Il y a un risque, peut-être pour la première fois. Parce que vous le dites, les populismes connaissent une vitalité croissante en Europe, et pas qu'en Europe centrale. On peut considérer que le vote sur le Brexit fait partie de ce populisme ambiant. Pourquoi ? Parce que, au fond, l'Europe n'a pas tenu la première de ses promesses, qui est de protéger les peuples européens. De les protéger, non pas en faisant du protectionnisme à l'ancienne, mais de les protéger face à la mondialisation, de les armer, de les éduquer, de les former pour pouvoir justement faire face aux défis et aux mutations du monde économique contemporain. Cette promesse-là n'a pas été tenue par l'Union européenne. C'est l'une de ses grandes faillites. Et l'élection
de 2019. Ce sera, évidemment, d'un côté, il y aura un front eurosceptique, et de l'autre, il ne faut pas qu'il y ait les euros BA. Il faut qu'il y ait les euros réalistes, qui permettent de construire une Europe qui, enfin, protège les populations, protège parfois ses entreprises et ses marchés, et assume très clairement que ce rôle de protection, eh bien, c'est la première des priorités pour cette entité qu'on appelle l'Union européenne. Oui, il faudra donc une tête de liste, La République En Marche, solide. Vous avez déjà une idée ou... Il faudra un projet solide. Si on pense qu'on gagne une élection avec une tête sur l'affiche, je vous assure que beaucoup en sont revenus. Beaucoup des députés En Marche sont en désaccord avec ça. Les Français, les Européens, ce qu'ils attendent de la France, c'est une plateforme solide, des choses concrètes. Et on se dit les choses. On n'arrivera pas à avancer à 27 sur tous les sujets. Eh bien, ne pas hésiter à dire que si sur certains sujets, on fait ça à 12, à 15, à 20, on avance. Aucun État membre ne doit empêcher ceux qui ont envie d'avancer sur des sujets concrets qui permettent de donner plus de droits et notamment plus de protection pour nos populations, eh bien que ces pays-là ne puissent pas empêcher ceux qui veulent avancer plus vite. Bien, alors parlons un petit peu de Paris, puisque vous êtes élu de Paris, les 10e et 3e arrondissements, je crois. Sur cette affaire des voies sur berge, on a le sentiment qu'Anne Hidalgo se fiche un petit peu comme d'une guigne des décisions de justice. Le tribunal administratif dit il faut rouvrir, elle dit non, je prends un arrêté fondé sur d'autres aspects, les aspects de patrimoine, et je maintiens la fermeture des voies sur berge. C'est un bon exemple vis-à-vis dans la relation qu'un élu doit avoir vis-à-vis de la justice. Le droit autorise à prendre un autre arrêté, et donc elle n'est pas hors la loi ou elle n'est pas dans une démarche illégale. Bien sûr. Quel est derrière? Ce qui est intéressant, c'est de savoir si rouvrir ou pas. Moi, je considère qu'il ne faut pas rouvrir les voies sur berge. Il faut les laisser aux piétons. Je n'ai pas de difficulté là-dessus. Ce que je conteste, dans la séquence que nous venons de vivre et que nous vivons depuis 18 mois à Paris, c'est la méthode qui a été employée. C'est de ne pas avoir suffisamment préparé une décision qui est une décision importante, qui poursuit un objectif louable et qui fait qu'aujourd'hui, on en vient à trouver des Parisiens qui considèrent que avoir plus de voitures, c'est finalement pas un mal, même si ça fait de la pollution. Quand on défend un objectif qui est louable, la baisse de la pollution atmosphérique, et notamment pendant les pics de pollution à particules fines dans la ville de Paris, eh bien, on fait en sorte que quand on prend la décision, elle a été concertée, elle a été préparée et elle soit inattaquable. Donc c'est la méthode qui est contestable, pas l'objectif. Anne Hidalgo n'a pas été à la hauteur, selon vous. C'est ce qu'on comprend. Hein, manifestement, il y a un problème de préparation. Sinon, la décision n'aurait pas été annulée par le tribunal administratif. Concernant le travail du dimanche, est-ce que vous êtes toujours favorable à l'extension des zones touristiques internationales à tout Paris ? Écoutez, il faut penser Paris à l'échelle du monde. On nous dit souvent que Paris est une ville-monde. Eh bien, à Londres, vous pouvez faire vos courses 7 jours sur 7. Et puis, il y a un autre endroit où vous pouvez faire vos courses 7 jours sur 7. Ça s'appelle Internet. C'est le e-commerce. Et on ne peut pas avoir en permanence des entreprises, des commerces qui disent on perd du chiffre d'affaires face au e-commerce et leur dire ne vous battez pas à armes égales. Moi, je suis, vous savez, pour la liberté, pas pour la contrainte. Il faut que chacun ait la liberté d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Et je ne sais pas expliquer à un commerçant qui se trouve ne pas être dans la bonne zone parce qu'il habite de l'autre côté de la rue ou il habite dans le pâté de maison à côté que lui, il ne peut pas ouvrir alors que son concurrent peut ouvrir. Chacun peut avoir la liberté d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Et à nouveau, avec des contreparties salariales pour les gens qui y travaillent. C'est payé double, il y a un accompagnement pour ceux qui ont des enfants. Enfin, on n'est pas dans une contrainte ni à la fois de fermeture ou d'ouverture pour les commerçants, ni une contrainte pour les salariés. Ce sera libre et ce sera avec une contrepartie salariale. Nicolas Barré ? Donc dans tout Paris, on est bien d'accord. Dans tout Paris, parce que Paris, écoutez, c'est la première ville touristique au monde. C'est la première destination touristique au monde. Il est invraisemblable. Enfin, combien de fois on a trouvé des groupes de touristes qui se trouvaient face à des grands magasins de la rive droite parisienne, nez à nez avec le rideau de fer fermé, qui ne comprenaient pas. Ces mêmes grands magasins de la rive droite, l'an dernier, ils ont fait 10% de chiffre d'affaires supplémentaire. Ouvrir le dimanche, c'est pas déporter le chiffre d'affaires de la semaine sur le dimanche, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Parce que on garde les touristes à Paris, et je vais vous dire, c'est pas bon que pour le commerce, c'est bon pour la restauration et l'hôtellerie. Avant, les touristes, ils partaient le samedi en début d'après-midi à Londres. On perdait la nuit du samedi au dimanche, les restaurants le samedi soir, et le restaurant le dimanche midi. Ben moi, je préfère qu'ils restent à Paris, qu'ils consomment à Paris, que ça rapporte des ressources fiscales à la ville de Paris. Ça permettra bien de ne pas augmenter les impôts pour les Parisiens. Comment se fait-il que 6 mois plus tard, les écoles ne soient toujours pas réparées à Saint-Martin ? Alors, l'ensemble des écoles n'est pas réparé effectivement à Saint-Martin, et c'est une vraie difficulté, mais pour une raison simple, c'est que soit on décidait de faire une réparation dans l'urgence, et
on s'exposait à un vrai risque, c'est qu'au prochain incident climatique important, eh bien, il faille tout refaire, soit on fait là des investissements de long terme. Et il y a de l'argent qui a été fléché sur des investissements de long terme. Il n'est pas question de refaire Saint-Martin comme c'était juste avant, parce qu'on a vu que quand on refait un peu trop vite, eh bien, au prochain incident climatique, il faudra tout refaire. L'objectif, c'est d'inscrire dans la durée la reconstruction de Saint-Martin et de ses écoles. Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, parce qu'à vous écouter sur cette ouverture des magasins le dimanche, c'est en contradiction totale avec ce que plaide Madame Hidalgo. Alors j'ai une question simple pour vous, Benjamin Griveaux, parce qu'à un moment donné, on peut faire semblant, mais êtes-vous candidat à la mairie de Paris pour 2020 ? Allez-y, dites-le, tout le monde le sait. Alors, il y a une personne qui est candidate à la mairie de Paris pour 2020, c'est Anne Hidalgo. Absolument. On l'a parfaitement compris. Et elle a annoncé qu'elle porterait une candidature de coalition, donc d'accord, d'appareil politique. Ma conviction, c'est que le candidat ou la candidate qui portera les couleurs de La République En Marche portera, lui, un projet, et pas simplement une candidature. Vous fermez la porte à cette idée de coalition qu'a lancée Anne Hidalgo. Mais ça n'est pas... Les Parisiens attendent autre chose que des accords de coalition. Ils attendent un projet pour les Parisiens et pour les Franciliens. C'est la seule mission à laquelle La République En Marche va s'atteler, par des ateliers participatifs, par la participation des citoyens, qu'ils soient membres de La République En Marche ou pas. On prend toutes les intelligences, toutes les bonnes volontés. C'est comme ça qu'on construira un projet politique à la fois de proximité et en même temps une vision pour ce territoire à 25 ou 30 ans qui en a bien besoin. Derrière vous, Vivement derrière 2020. vous. Derrière, je sais Gérard pas qui. Collomb nous l'a dit Derrière- il y a 2 semaines. Il était assis à votre place, il a lâché Écoutez, le morceau. même si Gérard Collomb est l'ancien maire de Lyon, tout ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile. Allez, on est dimanche pourtant. François Hollande prépare un livre, Benjamin Griveaux. On apprend dans le JDD qu'il y aura un chapitre consacré à la trahison d'Emmanuel Macron, un chapitre qui s'appellera « Faire confiance ». C'est un missile dirigé contre le président ? Écoutez, moi je suis pas sûr qu'on ait Confiance besoin d'un trahie. bouclier antimissile dans ce cas-là, si c'en est un. Ça peut tout de même ternir l'image de ce président de la République, rappeler ce moment un petit peu difficile, douloureux, où il a failli trahir celui qui lui avait tout donné. Mais s'il était resté, il aurait trahi ses idées et ce à quoi il croit. La politique, ça n'est pas rester coûte que coûte fidèle à une personne ou à un parti, c'est rester fidèle à l'intérêt général et à l'intérêt de son pays. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron lorsqu'il a quitté le gouvernement et construit ce projet politique parce qu'il était en désaccord. Il aurait trahi ses idées et trahi ses convictions. C'est un homme de conviction. Vous n'êtes plus membre du Parti Socialiste, ça fait longtemps que vous n'avez plus... Je vous ne crois que cotisez oui, plus, j'ai fini voilà. par être radié des listes. Est-ce que vous avez quand même regardé le débat des candidats au Parti Socialiste cette semaine ? Malheureusement, ça n'existe plus je pour ne l'ai vous. pas vu en direct. J'ai regardé des extraits, j'ai regardé, comme on dit, le replay, mais je ne l'ai pas vu en direct. Une dernière question, c'est un débat qui existe au sein de votre majorité sur cette proposition d'interdire la fessée pour les enfants dans les familles. Est-ce que on n'est pas dans un sujet où la loi s'immisce un petit peu trop loin dans la sphère privée ? Je l'ai dit, je ne crois pas que la loi puisse tout régler. Je crois aux batailles culturelles, je crois aussi à l'intelligence de nos concitoyens, je crois à l'éducation. Et tout ne doit pas passer par le prisme d'un texte législatif et où parfois on peut être tenté de s'immiscer dans la vie familiale. Et en même temps, il est sans doute des moyens pour éduquer des enfants qui peuvent au maximum éviter la fessée. Je ne suis pas sûr que tout ça, il faille l'inscrire dans la loi. C'est aussi beaucoup de bon sens, mais c'est aussi rappeler qu'il y a des violences qui sont faites sur des enfants, sur des mineurs, et que cela, il faut être absolument intraitable avec ceux qui en sont les Mais en interdisant auteurs. justement les châtiments corporels, on instaure un interdit. Donc on évite ces violences sur Je les ne enfants. suis pas certain qu'en interdisant la fessée, malheureusement, on mette fin aux violences physiques sur les enfants et sur les mineurs. C'est la fin de ce grand rendez-vous avec vous, Benjamin Griveaux. Merci d'avoir été notre Merci à invité. vous. Un dernier mot tout de même. Vous avez apprécié la victoire du 15 de France face à l'Angleterre. Magnifique, Vous vous en êtes réjoui, magnifique. j'en suis sûr. Et nous vous disons à crunch. tous, à dimanche prochain, à la même heure, au même endroit. Notre invité, eh bien, il aura beaucoup de choses à dire sur cette fameuse réforme institutionnelle. Ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat.